L'énergie des systèmes électriques. À l'issue de cette leçon, vous devrez savoir exploiter la caractéristique d'une source de tension. Vous devrez savoir évaluer des puissances de capaciteur et vous saurez définir le rendement d'un convertisseur. Quels sont les prérequis pour cette leçon? Tout d'abord, la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. La puissance. P est égal à U fois I. Et l'énergie, E, est égale à P fois le temps. En complément de cette leçon, voici le lien d'une vidéo. Il y aura une séance de travaux pratiques qui comportera 3 parties, ainsi que des exercices d'application. L'énergie des systèmes électriques. L'énergie est omniprésente autour de nous. L'homme a trouvé quelques procédés pour la rendre utilisable. Au quotidien, nos appareils ont besoin d'énergie électrique, mais ils ne consomment pas tous la même puissance. Premier paragraphe, l'intensité du courant continu électrique. Il faut savoir que le courant électrique est un déplacement de particules chargées, appelé porteur de charge. Dans les fils électriques, ce sont les électrons qui sont chargés négativement. Mais dans les solutions, ce sont des ions qui peuvent être chargés positivement ou négativement. Alors, l'intensité, notée grand I, du courant correspond à un débit de charge dans une portion de circuit. Plus le débit de porteur de charge, que l'on notera par lettre grand Q, exprimé en coulomb, traversant une section pendant une durée ΔT en secondes est grande, et plus le courant sera intense. La relation à connaître, I, est égale à Q sur ΔT. 1 coulomb pendant une seconde est égal à 1 ampère. On appelle courant continu un courant électrique dont l'intensité I ne varie pas au cours du temps. Et donc, l'intensité s'exprime en ampères de symbole grand A. L'intensité peut se mesurer à l'aide d'un ampèremètre branché en série avec le dipôle étudié, c'est-à-dire soit branché en amont ou en aval de ce dipôle. Et par convention, le courant électrique se déplace dans le circuit de la borne plus du générateur vers sa borne moins. La source réelle de tension continue. Le courant continu est généré par un générateur. D'ailleurs, on emploie souvent le mot de source, de tension continue. Comme les piles ou les accumulateurs, batteries, un générateur est un dipôle, donc qui possède 2 pôles. On distingue 2 types de générateurs de tension continue. Tout d'abord, les sources idéales et les sources réelles. La source idéale est caractérisée par sa tension à vide, notée E0, qui s'exprime en volts. C'est-à-dire que la tension à ces bornes est une constante. U est égal à E0. C'est la tension indiquée sur les étiquettes des générateurs. Mais, en réalité, les sources de tension continue possèdent quelques défauts. Et c'est pourquoi on parle de sources réelles, que l'on modélise par une association en série d'une source idéale de tension, à vide, E0, et d'un conducteur ohmique de résistance interne petit r, en ohm, les deux étant en série. La tension à ces bornes dépend de l'intensité I du courant débité. La relation est U égale E0 moins R fois I. Remarque, on appelle caractéristique le graphe U en fonction de I. Ainsi, la caractéristique d'une source idéale de tension, puisque la tension est une constante, on a une droite horizontale. Voici le schéma normalisé. En revanche, pour la caractéristique d'une source réelle, on a une droite affine de pente négative. Et le coefficient directeur vaut moins petit r.
Et donc, concernant le schéma normalisé, on a bien en série une source de tension idéale avec une résistance petit r. Deux remarques. Une tension peut se mesurer à l'aide d'un voltmètre, à condition qu'il soit branché en dérivation, c'est-à-dire sur les deux bornes du dipôle. Deuxième remarque. Pour un dipôle actif, tel un générateur, U et I sont toujours dans le même sens. Troisième paragraphe, comment réaliser un bilan de puissance? Regardons tout d'abord le lien qui existe entre la puissance P et l'énergie électrique grand E. Il faut savoir que la puissance traduit la capacité d'un système à convertir rapidement de l'énergie. La puissance convertie par un dipôle électrique est souvent notée par la lettre grand P, et elle s'exprime en watts, le symbole grand W. Ainsi, pour un dipôle soumis à une tension grand U entre ses bornes, et qui est parcouru par un courant d'intensité grand I, alors la puissance électrique est égale à U fois I. En revanche, l'énergie convertie par un appareil électrique fonctionnant pendant une durée ΔT, exposée en secondes, est égale au produit de la puissance par la durée de fonctionnement. E est égal à P fois ΔT. On peut remplacer P par son expression U fois I, et donc l'énergie électrique est égale à U fois I fois ΔT. Attention, concernant les unités, l'énergie s'exprime en joules, à condition que la puissance ait été exprimée en watts et le temps en secondes, avec toujours comme unité pour la tension le volt et pour l'intensité les ampères. Quelques remarques. L'énergie convertie par un appareil électrique est donc proportionnelle à la puissance P de l'appareil et de sa durée de fonctionnement. À noter, l'unité usuelle d'énergie de transfert électrique, c'est-à-dire sur les factures, est généralement exprimée en kWh, avec la puissance exprimée en kW et la durée en heures. Ainsi, 1 Wh, c'est 1 watt multiplié par 1 heure, et si on convertit la durée en secondes, qui est l'unité du système international, à savoir 3600, 1 fois 3600, on dit donc que 1 Wh est équivalent à 3600 joules. Mais on consomme tellement d'énergie qu'il est plus raisonnable d'employer le kWh. C'est 1000 fois plus. Donc 1000 watts fois 3600 secondes, c'est-à-dire 3 millions de joules. Le cas particulier du dipôle ohmique. Un dipôle ohmique est caractérisé par sa résistance grand R, et il vérifie la loi d'Ohm. La tension à ses bornes est égale au produit de la résistance par l'intensité qu'il traverse. Par conséquent, la puissance P transformée, qui est égale de manière générale à U fois I, s'exprimera par la relation RI carré ou bien U carré sur R. Par conséquent, l'énergie qui est convertie aura la forme d'énergie thermique. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et on peut quantifier cet effet Joule grâce à la relation P est égal à ΔT, c'est-à-dire RI carré fois ΔT. Quelques remarques. Le matériau s'échauffe d'autant plus que le courant électrique est important, puisqu'il dépend du carré de l'intensité. En outre, l'effet Joule peut poser des problèmes de dépense énergétique, dus à la surchauffe de l'appareil, et on cherchera bien souvent à minimiser cet effet Joule. D'autant plus si l'intensité du courant qui traverse le dipôle est élevée. Mais parfois, au contraire, l'effet Joule sera recherché, et on pourra l'exploiter comme dans des appareils de la vie courante, à savoir un fer à repasser, un radiateur électrique, voire même un grille-pain. Pour terminer, comment établir un bilan de puissance électrique? Si on considère, de manière générale, qu'un circuit est composé d'un générateur
qui alimente plusieurs récepteurs, D1, D2, D3, D4, etc. Dans un circuit, l'énergie totale se conserve, c'est-à-dire que l'énergie délivrée par le générateur est entièrement convertie par les dipôles récepteurs. On peut donc écrire cette égalité au point de vue des énergies. Maintenant, si on divise ces deux expressions par la durée de fonctionnement ΔT, du générateur et des appareils, eh bien, on obtient une relation avec des puissances. Cette relation est appelée bilan de puissance. On peut représenter ce bilan de puissance schématiquement par un diagramme, aussi appelé parfois chaîne de transformation énergétique. La machine est toujours placée au centre d'une bulle. Une flèche orientée indique l'énergie entrante dans la machine, c'est-à-dire l'énergie fournie. Et en sortie, il y aura bien souvent toujours au minimum 2 flèches, à savoir de l'énergie utile, l'énergie attendue, produite par la machine, et malheureusement de l'énergie perdue, l'énergie dissipée par l'énergie thermique. Cette relation permet de calculer aussi le rendement d'un dispositif, en identifiant bien la puissance fournie à la machine et la puissance utile transformée par la machine, à condition que les deux puissances soient bien exprimées dans la même unité. Il faut bien noter que l'énergie ne se produit pas, mais elle peut être convertie et transférée d'un système à un autre. C'est un convertisseur d'énergie qui effectue cette transformation. Et donc le rendement, bien souvent noté par la lettre grecque eta, sera égal soit en raisonnant avec les énergies, l'énergie utile divisée par l'énergie fournie à la machine, ou bien en raisonnant avec les puissances, à savoir la puissance utile produite par la machine divisée par la valeur de la puissance qui est fournie à la machine. À noter, un rendement est sans unité et a toujours une valeur comprise entre 0 et 1. Si on multiplie cette relation par 100, on pourra alors exprimer le rendement en pourcentage. Dans le cas d'une chaîne qui comporterait plusieurs convertisseurs placés en série, le rendement global sera égal au produit des rendements individuels de chaque élément. On constate qu'il y a toujours une fraction de l'énergie fournie qui sera dissipée. Et c'est le travail des ingénieurs, bien souvent, de limiter ces pertes ou de les valoriser.